Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Daniel Simonet. Bonjour Daniel Simonet. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous représentez ici le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise. Vous êtes par ailleurs conseillère de Paris et vous êtes candidate de ce mouvement à la France Insoumise aux élections législatives à Paris. Je rappelle que donc, votre circonscription est un bastion historique de la gauche dans les 11e et 20e arrondissements. Vous avez évincé au premier tour Cécile Duflot, écologiste, ancienne ministre, et vous êtes aujourd'hui en ballotage avec aux environs de 19%, et vous êtes face à Pierre Persson, candidat de La République En Marche, lui-même crédité de un peu plus de 39%. À l'échelle nationale, je rappelle que la France Insoumise n'obtient que 11% des suffrages, et je rappelle que Jean-Luc Mélenchon, au second tour de la présidentielle, avait obtenu 19,6%. Il vous reste aujourd'hui, au mouvement de France Insoumise, il vous reste 74 candidats pour ce second tour qui sont susceptibles de vous donner entre de 10 à 23 sièges, dont probablement Jean-Luc Mélenchon, qui lui-même est en ballotage favorable à Marseille. Le tout est suspendu aux accords à venir, on en parlera, que vous allez passer avec le Parti communiste ou peut-être avec une partie des frondeurs du Parti socialiste. Enfin, à titre personnel, vous êtes également comédienne et vous avez mis en scène un spectacle politique, un spectacle intitulé « Hubert, les salauds et mes ovaires », qui est un spectacle autour de la dérégulation du travail, de l'oppression capitaliste et puis le combat féministe qui est le vôtre. On vous entendra aussi à ce sujet tout à l'heure. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Alban de Montigny pour La Croix, bonjour. Par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame, bonjour. Et par Romain Mazneau pour RCF. Bonjour. C'est Alban de Montigny qui vous pose la première question. Donc Jean-Luc Mélenchon a appelé à voter pour le second tour pour les communistes et pour 4 frondeurs socialistes qui ont voté la motion de censure contre la loi travail. Cependant, vous aviez présenté dans la plupart des circonscriptions des candidats France Insoumise face aux communistes. Pourquoi ce changement de pied ? Alors, vos alliances, Daniel Simonet. Non, on peut dire aussi la situation inverse. La démarche qui a été celle de la France Insoumise a été une démarche citoyenne. Dans toute la France, vous avez des assemblées de circonscriptions de citoyens engagés dans la France Insoumise qui, depuis le mois de novembre, ont choisi de proposer leur candidature. Ce qui fait qu'on est un mouvement assez unique, qui a une belle horizontalité et qui a pu présenter des candidats sur tout le territoire, alors que nous sommes vraiment dans une nouvelle démarche. Dans pas mal de territoires, nous avons d'ailleurs des communistes, des écologistes qui ont fait le choix de rentrer dans cette démarche-là et qui sont candidats aussi de la France Insoumise. Parce qu'il nous semble important de fédérer le peuple par le biais des contenus, alors, est-ce par que le vous biais avez d'un fédéré programme. Vraiment Est-ce que vous avez vraiment oui, fédéré ? Parce que c'est vraiment historique d'avoir été en capacité de réaliser ce score de 20% à l'élection présidentielle. Après, il y a une situation particulière sur l'élection législative qui vient juste après, qui est énormément liée aux institutions de la Ve République, où on voit bien qu'elle insiste beaucoup sur cette monarchie présidentielle et sur l'enjeu de l'élection présidentielle, et qui fait que ceux qui ont perdu l'élection présidentielle, parmi les citoyennes et citoyens, beaucoup sont désespérés et se disent, voilà, la bataille est perdue, à quoi bon aller voter aux élections législatives ? Et nous avons perdu énormément de voix ce premier tour, avec une abstention massive. Mais je remarque également que si M. Macron et son mouvement En Marche a bénéficié d'un soutien médiatique incontestable, puisqu'il a eu je ne sais combien de unes. Jean-Luc Mélenchon était aussi bien à l'avant. Non. Monsieur Macron était vraiment soutenu par la plupart de grands médias, et vraiment avec un battage, une macromania matin, midi et soir extrêmement forte. Et malgré cela, on se rend compte qu'il n'y a que 15% des inscrits qui ont voté pour La République En Marche. Et on s'apprête à avoir une assemblée où on aura une écrasante domination de ce mouvement-là. Nous avons besoin, en termes de diversité démocratique, de sortir d'un schéma Donc vous faites appel unique. Aux abstentionnistes. Donc je fais appel aux abstentionnistes. Et à ce second tour, je remarque, c'est un sondage ELAB, qui montre que beaucoup d'électeurs du premier tour ont l'intention de changer leur vote pour pouvoir rééquilibrer. On a besoin en France du débat démocratique, on a besoin d'une opposition à l'Assemblée nationale, qui hélas ne modifiera pas le fait que M. Macron aura sa majorité pour gouverner. Mais cela permettra un vrai débat, une vraie confrontation démocratique entre les projets, ce qui est nécessaire en République.
Alors, Romain Mazenot va peut-être vous reposer la même question qu'Alban de Montigny. En tout cas, moi, je voulais parler de l'abstention. Une des raisons avancées, c'est la saturation politique avec cette année très chargée. Est-ce qu'une des solutions, ce ne serait pas, par exemple, d'organiser les législatives en même temps que la présidentielle? Oui, ou avant. Vous savez, nous, pendant l'élection présidentielle, on a porté l'aspiration à une 6e République. Et donc, une convocation d'Assemblée constituante pour que le peuple puisse redéfinir ses règles du jeu. On souhaite vraiment que ces élections soient un enjeu de débat, de projet de société. Or, quand vous avez l'élection présidentielle d'abord, depuis l'inversion du quinquennat à cause de M. Jospin, puis la législative après, résultat, vous avez une prime énorme au vainqueur de l'élection présidentielle et un débat programmatique totalement court-circuité. Si les législatives avaient lieu avant, si le poids de la monarchie présidentielle était enfin balayé, on aurait un débat démocratique plus conséquent. Si la proportionnelle était aussi respectée. On va y revenir, oui. Mais il y a plein d'autres choses à changer. Vous savez, sur le débat démocratique totalement inexistant à cette législative, et je vous remercie de m'inviter, parce que je sais qu'ici, on a le temps vraiment de débattre. Nous avons proposé, tous les candidats France Insoumise qui sont qui sont à ce second tour, ont proposé à leur adversaire En Marche un débat contradictoire. Et beaucoup de médias étaient tout à fait volontaires pour l'organiser. Et là, carrément, ce sont les candidats En Marche qui refusent ce débat. J'ai d'ailleurs fait une petite vidéo en croisant le candidat En Marche, M. Persson, de ma circonscription sur un marché, et il a décliné avec 0 argument. Comment vous interprétez ces refus? Écoutez, il y a plusieurs vidéos qui tournent où on voit quelques candidats En Marche qui se retrouvent sur des plateaux télé très en difficulté. Un peu en désarroi. Parce que ils ne connaissent pas leur programme. Et pour cause, il est totalement opaque sur plein de sujets. Et le côté société civile qu'on nous a vanté, derrière cela, on se retrouve avec quoi? Avec soit des candidats issus des lobbies, donc il vaut mieux les cacher, soit des candidats totalement inexpérimentés, où on a l'impression que c'est un tirage au sort. Enfin, c'est d'un niveau assez affligeant. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. C'est plutôt en marche vers la compétence, quoi. Pourquoi s'abstient-on quand on est insoumis? Alors, c'était quelque chose vraiment à laquelle il fallait pouvoir analyser, comprendre. Donc, depuis lundi soir, moi, j'ai fait des porte-à-porte tous les soirs. J'ai eu des explications un peu différentes. Il y a des personnes qui m'ont dit, écoutez, moi, ça m'a totalement déprimée. Je voulais vraiment que cette élection présidentielle puisse changer ma vie. Et de voir que Mélenchon a perdu, eh bien, je me suis dit à quoi bon aller voter aux législatives. Donc ça, c'est une première raison. D'autres ne connaissent pas et ne comprennent pas ce que signifie élection législative. Il faut comprendre que dans notre pays... Il faut réalphabétiser la démocratie. Il faut comprendre que dans notre pays, voilà, beaucoup de nos concitoyens ne comprennent pas que l'élection des législatives, c'est l'élection des députés. Et quel est le rôle des députés? C'est-à-dire que le b.a.-ba d'explication du fonctionnement de nos institutions n'est plus vraiment fait par les médias, qui souvent en restent aux petites phrases, qui démotivent, qui désintéressent, au lieu de réexpliquer le basique, l'essentiel. Il faut revenir à ça. Après, on a plein d'autres facteurs. Hein. Vous avez des personnes, voilà, il faisait chaud, on n'était pas là, on était en week-end. Bon, mais ça, c'est pas propre à l'électorat. Mais il y a une question de fond. Mais en fait, il y a une dépolitisation de plus en plus forte de la société, d'une certaine façon, non? C'est pas ça que ça veut dire? Il y a une organisation de cela. Vous savez, quand on vous vend l'image Macron comme celle d'un baril de lessive, matin, midi et soir, en vous disant surtout qu'il est beau, qu'il est jeune, qu'il serre bien les mains des dirigeants internationaux, on dépolitise complètement les enjeux des différents débats. Quand moi, je vois le document de mon candidat, et c'est pareil pour tous les autres candidats aux législatives, dit pas un mot sur la question... de la bataille sur les ordonnances que M. Macron souhaite mener. Il n'y a rien sur la question du Code du travail. C'est quand même hallucinant. On va y revenir, alors qu'on sait que c'est un sujet central pour M. Macron, et rien n'est dit aux citoyens, aux citoyennes, de ce qu'il va en être. Alban de Montigny, pour revenir sur reposer la même question. Voilà, pour revenir sur vos résultats, est-ce que l'absence d'accord avec le PCF n'a pas été préjudiciable? Parce qu'on voit bien, circonscription par circonscription, que quand il y a un candidat France Insoumise, un candidat communiste, il y a une division des voix et que souvent, ça a empêché aux candidats France Insoumise de se hisser en tête ou en tout cas de faire un meilleur score. Alors très concrètement, si nous avions fait la politique à l'ancienne et que nous avions additionné des étiquettes, je pense que nous n'en aurons pas fait plus, on aurait peut-être même fait moins. Vraiment? Regardez la différence sur la circonscription de M. Manuel Valls. Vous avez un candidat communiste qui était soutenu par Europe Écologie Les Verts et par nombre de socialistes proches de M. Benoît Hamon et avec le soutien de M. Benoît Hamon.
il fait, je crois, plutôt dans les 6,5%. Et la candidate France Insoumise, issue d'une démarche qui fédère le peuple par le biais des contenus, elle est qualifiée au second tour. Ce qui aurait été bien mieux, c'est que si nous avions réussi à convaincre nos partenaires, entre guillemets, classiques, de comprendre l'enjeu de cette démarche France Insoumise, comme ils l'ont fait dans certains territoires. Les territoires où les communistes ont compris que la démarche France Insoumise permettait à la diversité politique de pouvoir intervenir pleinement, mais de convaincre les gens par le biais des contenus et pas par le biais des logos, et qui du coup soit se sont présentés sous l'étiquette France Insoumise, soit ont soutenu cette démarche en s'y impliquant vraiment, et donc on fait en sorte qu'il n'y ait pas de candidat en face. Là, c'était bien plus efficace. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Les communistes ne vous ont pas compris, c'est ça que vous dites au fond. On a essayé de les convaincre. Voilà. Dans pas mal de territoires, ils ont adhéré à cette démarche. Dans d'autres territoires, ils n'ont pas voulu. Et c'est vrai que leur maintien de candidature n'a absolument pas été très attractif. Le score du Parti communiste, 3,5%. voilà, c'est quand même pas... Voilà. Mais ces 3,5% ont pu, ici ou là, manquer à une qualification de second tour. Mais est-ce qu'après des semaines de désaccord avec le PCF, est-ce que vous envisagez de vous allier au PCF et aux 4 députés frondeurs socialistes pour former un groupe parlementaire? À chaque fois, la réponse, c'est par le biais des contenus qu'elle passe. Regardez, sur les deuxièmes tours, nous ne faisons pas le choix de nous allier avec tel ou tel, parce que ce sont des logos. Nous faisons le choix de nous allier avec ceux qui veulent s'engager à refuser les ordonnances de casse du Code du travail, qui ont déjà montré un engagement clair contre la loi El Khomri pour le quinquennat c'est pour ça que précédent. vous soutenez les 4 frondeurs du PS. Exactement. Donc c'est sur des contenus. Et donc, de la même manière, ce sera cette méthode-là à l'Assemblée qui permettra de travailler ensemble ou pas. Et donc, je suis assez confiante. Donc, vous n'excluez pas de former un groupe? On n'exclut rien, voilà. Un Le groupe, travail doit c'est 15 se faire députés, ensemble donc, sur ce qui va changer la vie des gens. Voilà. Et donc, sur les propositions et les résistances qui ont un impact concret dans la vie des gens. Romain Masneau, RCF. La République En Marche semble avoir estompé certains clivages sociologiques. Elle arrive en tête dans les 7e et 16e arrondissements de Paris, mais aussi dans certains quartiers populaires de Seine-Saint-Denis ou de la banlieue lyonnaise, par exemple. Comment vous expliquez cela? C'est la fin de la lutte des classes ou c'est... Daniel Simonet. Non, c'est, c'est aussi un gros enfumage. Alors, on voit la République En Marche dans les quartiers type 16e arrondissement, on voit qu'elle a réussi à complètement aspirer la droite. Moi, je vois dans certaines circonscriptions une disparition à la fois de la droite et du Parti socialiste. Et dans les quartiers populaires, eh bien, il y a un énorme enfumage. Parce que quand vous discutez avec des personnes qui ont voté pour la République En Marche, vous leur dites, est-ce que vous êtes d'accord avec la loi El Khomri? Vous dites, ah non, ça je ne suis pas d'accord. Or, on sait pertinemment que M. Macron, par ses ordonnances, a l'intention d'aller encore plus loin sur l'inversion de la hiérarchie des normes. Donc d'aller encore plus loin sur l'ensemble des aspects très négatifs, très régressifs de la loi El Khomri. Donc on voit bien qu'il y a un enfumage, c'est-à-dire qu'on n'a pas expliqué et dit clairement aux gens quel était le programme. On leur a proposé un baril de lessive avec une jolie marque qui promet de laver plus blanc, avec quelqu'un de jeune, de renouvellement de la politique. Et sur plein d'autres sujets, on n'a pas du tout d'un renouvellement. Je pense qu'on parlera certainement tout à l'heure de la moralisation de la vie politique. Bon, une dernière question, brève, pour une réponse brève, de Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Bref, je ne sais pas, on verra. Vous fustigez la République En Marche, mais est-ce que vous n'êtes pas à la gauche, en fait, ce que En Marche a fait? C'est-à-dire, la France insoumise n'est pas un contenu idéologique, vous vantez les contenus. Mais en réalité, il y a beaucoup plus de contenu quand on dit Parti communiste, ça c'est un contenu. Parti socialiste, c'est un contenu. France insoumise, vous dites des contenus sur des oppositions conjoncturelles, la loi El Khomri, etc. Mais c'est conjoncturel, ça ne définit pas une idéologie en tant que telle. Et parce que, Daniel Simonet. Je vous remercie de votre question parce que je vais pouvoir du coup bien y répondre. Nos contenus, c'est l'avenir en commun. C'est un programme que nous avons, bien sûr que si, que nous avons mis dans un petit livre qui a été vendu énormément. Je veux dire, c'est la force politique qui a permis le plus de développer justement un programme et permettre aux citoyens et aux citoyennes de s'approprier un programme politique. Qu'est-ce que c'est que l'avenir en commun? Quel est ce programme avec toutes ces mesures? C'est un humanisme social et écologique qui propose quoi? Qui propose de restaurer la souveraineté du peuple par la convocation de la Constituante, en instaurant une 6e République écrite par les citoyens, avec des mesures concrètes, le référendum révocatoire à mi-mandat,
l'inéligibilité des élus condamnés pour corruption, mais aussi une vraie réflexion pour garantir l'indépendance des médias, des droits humains fondamentaux nouveaux inscrits dans la Constitution, comme la règle verte. Quoi, par exemple, pour les médias ? Comment ? Pour les médias, par exemple. Sur les médias, notre réflexion, elle repart, par exemple, du programme du Conseil national de la résistance, qui disait qu'il fallait absolument émanciper les médias des grands intérêts privés et des multinationales. Aujourd'hui, vous avez 90% des médias qui sont tenus par 9 milliardaires. Et en plus de cela, vous avez... Sauf ceux qui sont présentés ici. Exactement. On peut le dire. Et vous avez aussi une très grande précarité des journalistes. Et ces deux choses-là font que les conditions d'exercice de ce métier très noble qui est de journaliste, parce qu'un métier journaliste, c'est finalement être un hussard de la République, Merci de chanter nos louanges, Daniel Simonet. Nous en avons bien besoin. C'est permettre l'esprit critique des citoyens par rapport aux faits et de se positionner en conscience par rapport aux faits. Or, aujourd'hui, quand vous avez des médias qui sont tenus par toujours les mêmes gros groupes, qui choisissent d'aller à la surface des choses ou de caricaturer ou de déformer ou de détourner, et que vous avez des journalistes bien souvent en situation de précarité d'un côté ou bien de superstar de l'autre, eh bien, les conditions de la réalisation de votre travail dans la déontologie du métier de journaliste ne sont pas respectées. Alors, Donc, on a un certain nombre de propositions qui reprennent l'esprit du Conseil national de la résistance pour garantir le fonctionnement démocratique de nos médias. C'est très important. Mais vous voyez, tout ça, c'est des contenus importants. Alors, on a encore beaucoup de questions à vous poser. Au fond, sur la question écologique et sur la question sociale, notre programme est très fourni. Il faut passer au 100% énergie renouvelable, sortir du nucléaire et des énergies carbonées. Il faut restaurer une alimentation saine et défendre l'agriculture paysanne et bio. Et sur la justice sociale, on est un pays riche. On ne peut plus accepter 9 millions de pauvres. Ok, on vous a bien compris, Daniel Simonet. On a encore beaucoup de questions à vous poser. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la France Insoumise. On va marquer une première pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Daniel Simonet, porte-parole de la France Insoumise. Elle est interrogée par Alban de Montigny pour La Croix, par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazenot pour RCF. C'est Louis Dauphren qui pose la première question. Je voulais commencer en croisant votre hostilité à la dérégulation capitaliste, la dérégulation du travail, et savoir ce que vous en pensiez, comment on pouvait lutter contre cela, sachant que par ailleurs, vous êtes aussi favorable à la dérégulation des mœurs en général. C'est-à-dire, je ne vois pas comment on peut lutter contre la dérégulation capitaliste si on n'incarne pas une forme d'ordre dans un certain nombre de valeurs. N'êtes-vous pas ultralibéral d'une certaine façon ? Voilà. Alors en fait, c'est ça le sens de la question. Comment est-ce qu'on peut être anti-libéral dans le domaine de l'économie si on est libéral dans le domaine des mœurs ? Alors je vois bien le parallèle, mais pour moi, faut revenir à... Je pense que la loi et la règle et le droit protègent. Et d'un point de vue de la vie privée, je ne suis pas du tout pour le tout et n'importe quoi. Je suis pour le respect des droits. Et je suis pour le respect des droits. Quand on les accorde à toutes et à tous, ça ne veut pas dire qu'on se les applique à soi. On reste libre du choix de sa vie. On doit, en politique, être toujours guidé par la vertu républicaine. Je cherche ce qui est bon pour toutes et tous. C'est la vertu républicaine. Je cherche à défendre l'intérêt général. Après, chacun peut avoir sa morale. Donc vous faites un parallèle là qui me semble un peu en opposition, qui est particulier. Oui. Revenons à l'essentiel. En matière de droit du travail, aujourd'hui on est confronté par l'ubérisation à la volonté d'imposer un modèle du travailleur sans droit, et donc sans protection, et donc surexploité. Vous prenez le livreur à vélo, vous prenez le chauffeur VTC, mais vous prenez plein de métiers, le guide conférencier à qui l'on demande de créer un statut d'auto-entrepreneur. Et puis finalement, on ne respecte plus les réglementations des métiers. On ne cherche plus à protéger les métiers d'artisan taxi, on ne cherche plus à protéger les entreprises de la livraison, ou bien les métiers réglementés de guide conférencier, et on met en concurrence tout le monde en vantant. Alors, qu'est-ce que vous proposez du consumérisme face à cette évolution? Donc, face à cette évolution sur le marché du travail. Qui semble assez inéluctable quand même. Eh bien non. Qu'est-ce que vous proposez? Non. Parce que les nouvelles technologies, c'est une chose, Internet c'est une chose, mais elles peuvent être au service de l'intérêt général. On pourrait très bien imaginer qu'une loi, et c'est à cela que nous travaillons au niveau de la France Insoumise avec l'ensemble de ces acteurs, eh bien, conditionne toute implantation de nouvelles plateformes ou création de nouvelles plateformes à une procédure d'agrément par l'État qui nécessite de respecter à la fois la réglementation des métiers pour la protection des métiers,
des qualifications, des entreprises et du statut des salariés. Donc, obligation également du respect des obligations des employeurs. Donc, revenir à la responsabilité des employeurs dans la rémunération d'un salaire, l'engagement dans les cotisations sociales et restaurer aussi les obligations fiscales. Car le développement de cette ubérisation, c'est le développement aussi d'une optimisation fiscale avec Uber, mais toutes les autres grandes multinationales. Donc vous êtes au fond pour le statu quo, c'est ça? Non, ce n'est pas du tout un statu quo, parce que restaurer une procédure d'agrément, ce n'est pas le statu quo, il n'y en a jamais eu. Donc il faut instaurer une procédure d'agrément. Mais vous pouvez imaginer dans d'autres secteurs la création de coopératives. Pour les livreurs à vélo, chaque ville a intérêt à ce que les choses soient organisées. L'organisation protège tout le monde, parce que sinon vous avez des livreurs à vélo qui, par la concurrence qu'on leur impose, les esclaves se font concurrence. Eh bien, ils sont obligés de pédaler n'importe comment. Vous avez des accidents, vous avez des livreurs à vélo qui mettent leur santé en danger, leur vie en danger et la vie d'autrui. Et vous avez une restauration qui devient tout et n'importe quoi. Donc, une coopérative de livreurs à vélo, SCIC, Société de coopérative d'intérêt collectif, où les collectivités s'impliquent, permettrait de restaurer un statut salarié à ces livreurs-là, de pouvoir organiser ça à l'échelle d'une capitale, d'une ville, pardon. Et c'est intéressant pour une collectivité de respecter à la fois les restaurants pour qu'ils ne se fassent pas ceux qui veulent se nourrir chez eux. prendre à la gorge par des commissions trop importantes. Je repose ma question. Vous ne pouvez pas faire l'économie d'une réflexion plus globale sur un ordre juste? Au nom de quoi y a-t-il un ordre juste? Maintenant qu'on a vu du coup que... C'est pas juste de la réglementation. Maintenant qu'on a vu que sur le monde du travail, que ce soit l'artisanat, les petites entreprises, les salariés, les citoyens, nous avons intérêt à une réglementation et à un respect des métiers, des obligations sociales et des obligations fiscales. Et c'est ce qui protège, et que même avec les nouvelles technologies, on peut inventer ça. Maintenant, sur la question de la vie privée, des libertés et de la façon dont on... Voilà. Les questions éthiques. Les questions éthiques. Eh bien, quand on souhaite mettre en place des nouveaux droits, donc ça peut être la question du droit à l'avortement, ça peut être la question du droit de mourir dans la dignité, que défendons-nous? Nous défendons de nouveaux droits humains fondamentaux qui permettent à chacune et à chacun de choisir ou non de se les appliquer. Prenons ces sujets qui, je suis persuadée, pour celles et ceux qui nous écoutent, sont des sujets extrêmement délicats. Moi, je me suis engagée sur la question du droit à mourir dans la dignité. Bien. C'est-à-dire, quand on est en fin de vie, parfois, on peut souhaiter mettre soi-même fin à sa vie. Est-ce que pour vous, c'est le droit au suicide? Exactement. Oui. Le droit au suicide ou au suicide assisté. D'accord. Bien. Nous souhaitons garantir ce nouveau droit et même l'inscrire dans la Constitution et revenir sur les lois Leonetti pour qu'il soit véritablement effectif. Ce nouveau droit, accessible à toutes et tous, ne retire aucun droit aux uns et aux autres. Après, chacun et chacune, en fonction de sa philosophie, de sa spiritualité ou de ses croyances religieuses, peut décider ou non de se l'appliquer. Je vous donne un exemple, le droit à l'avortement. Aujourd'hui, pour le droit à l'avortement, énormément de catholiques sont d'accord pour le respect du droit à l'avortement dans la loi dans notre société. Et pour autant, ils ont le droit de ne pas vouloir se l'appliquer à soi. C'est la différence entre chacun a sa morale, chacun a ses convictions pour sa vie privée, la façon dont il conduit sa vie, et souhaite respecter finalement le droit à tous. Je voudrais poursuivre là-dessus. Est-ce que ça ne serait pas dans le domaine de ce que vous appelez la vie privée ou dans le domaine de l'éthique une forme d'ubérisation des comportements que vous souhaitez privilégier? Pour vous, ce n'est pas du tout la même chose. Ça n'a strictement rien à voir. L'ubérisation, c'est la mise en relation entre des clients et des travailleurs pour un service, avec une mise en compétition où on ne respecte plus aucune règle. Ou y a-t-il quelque chose en rapport avec cela dans les questions que nous venons d'évoquer? Aucune. D'accord. Romain Mazenot, RCF. Pour revenir sur la question du travail, vous appelez dès maintenant vos militants, les forces syndicales, à se manifester, à se mobiliser contre la réforme du Code du travail. C'est dans la rue que doit s'organiser l'opposition. Daniel Simonet. Alors, ce n'est pas le politique qui appelle les syndicats à quoi que ce soit. Les organisations syndicales sont indépendantes dans ce pays et c'est elles qui fixent leur calendrier. D'ailleurs, elles ont fixé un calendrier. Lundi, dès le lendemain des élections, il y aura une mobilisation contre la volonté du gouvernement d'attaquer par ordonnance le Code du travail. Moi, personnellement, je viendrai soutenir cette mobilisation sociale. J'appelle d'abord toutes celles et ceux qui nous écoutent à mettre un bulletin de vote qui permet
dès ce dimanche, de faire en sorte qu'à l'Assemblée nationale, il y ait une opposition à cette nouvelle régression qui va remettre en cause un siècle d'acquis des salariés et d'acquis aussi du travail politique sur la question du droit du travail. Mais oui, ça se fera à la fois dans les assemblées et ça se fera également dans la rue. C'est la vie démocratique. La manifestation fait partie de la vie démocratique. Quand la ministre Muriel Pénicaud dit que le CDI restera la norme, c'est de nature à vous rassurer, ça ? Non, parce que j'ai l'impression qu'elle ne définit plus du tout le CDI de la même manière. Quand vous pensez qu'un accord d'entreprise peut déroger aux conventions collectives et à la loi et intégrer des modifications qui anticipent les conditions du licenciement, ça veut dire que ce n'est plus un CDI. Quand vous permettez de changer et de faciliter les conditions de licenciement en dérogeant au cadre strict de la loi et des conventions, ça veut dire que vous avez un CDI qui devient précaire et qui peut vous permettre, au bout de 3 mois, d'être licencié sans raison majeure. Alors, je ne parle même pas de l'encadrement des indemnités prud'homales. Je trouve ça aberrant que nos dirigeants politiques, alors qu'il y a encore aujourd'hui dans la presse beaucoup d'articles sur les salaires exorbitants de Carlos Ghosn et de grands PDG de multinationales qui s'en mettent plein les poches, dans une immoralité, et là pour le coup, parlons-en, l'immoralité et la libéralisation totale, c'est inacceptable quand on voit la misère dans ce pays, de voir que certains abusent à ce point-là de leur position de domination économique. Au nom de quoi et eux, on n'encadre rien. On ne veut absolument pas encadrer leur parachute doré et la façon dont ils pillent des richesses qui ont été produites par toutes celles et ceux qui travaillent dans cette entreprise, excusez-moi, mais où l'obsession de ceux qui nous dirigent est finalement de diminuer les indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif, c'est-à-dire en cas de licenciement illégitime. C'est ça, le licenciement abusif. Mais vous avez des affaires de licenciement, vous savez bien qu'il y a des affaires de licenciement et de prud'hommes qui traînent pendant 10 ans. Vous avez des boîtes quand même qui n'ont même pas pu être vendues parce que vous aviez encore un contentieux que le salarié qui s'en fichait pas mal relançait en permanence parce qu'on a le droit de relancer la procédure constamment, contrairement à ce qui se fait aux États-Unis. Vous êtes par exemple favorable il y a quand même des abus dans les prud'hommes, vous êtes quand même d'accord? Il y a beaucoup d'abus patronaux d'abord et avant tout. Il y a aussi des abus du salarié. Il y a une souffrance au travail qui est terrible. Vous avez beaucoup plus de personnes qui meurent au travail du côté des salariés. Après, il y a des difficultés au niveau des entreprises qui sont plutôt des difficultés sur les petites entreprises qui ne trouvent jamais aucun soutien de la part des banques quand elles sont dans une situation où elles auraient besoin d'un prêt, d'un petit coup de pouce pour pouvoir maintenir une activité. Travaillons à cela. Il y a une grosse difficulté des petites entreprises qui n'ont aucun coup de main et aucun coup de pouce qui leur permettent de retrouver un carnet de commandes parce qu'à chaque fois on baisse les salaires et à chaque fois on est dans une spirale de récession économique parce qu'on pense toujours à la politique de l'offre quand il faudrait faire une politique de demande. Il y a une difficulté des petites entreprises. En ce moment, les créations d'emplois semblent mieux se porter en France. Comment ? En ce moment, les créations d'emplois semblent mieux se porter en France depuis quelques mois. On ne précise pas dans les créations d'emplois la grande différence entre les créations d'emplois réelles d'entreprises collectives et les créations de statuts d'auto-entrepreneurs. Regardez dans le 93 ou dans le 94, l'écrasante majorité des soi-disant créations d'emplois, c'est un statut d'auto-entrepreneur. Mais ils ont voté Macron. Ils ont voté Macron dans le métro à Paris pour une plateforme de femmes de ménage. Et moi, je suis allée regarder, c'est quoi cette plateforme de femmes de ménage ? Eh bien, les femmes de ménage, on leur demande de se créer un statut d'auto-entrepreneur. C'est-à-dire que le chèque emploi-service, qui permet qu'elles cotisent au moins un petit peu pour leur retraite, est devenu un abus. On est dans une logique de folie. Alban de Montigny, vous voudrez vous poser une question. Soutenons les petites entreprises, mais en soutenant leur activité, en leur permettant d'avoir accès, par exemple, à des locaux beaucoup moins chers. Parce que quand on parle de charges, ça, c'est des charges. En leur permettant d'avoir des prêts à taux zéro. Donc, en créant une banque publique d'investissement réel, mais pas en leur permettant d'être d'exploiter des travailleurs jetables. Il faut protéger les salariés d'une grande précarité. C'est Alban important. Montigny, il ne voudrait pas être jeté, il voudrait vous poser une question pour la Croix. Autre sujet, en matière d'éducation, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, est en train de revenir sur la réforme du collège du précédent quinquennat. La France insoumise souhaite abroger cette réforme. Il va donc dans votre sens ? Écoutez, je ne sais pas encore vraiment quel est le détail et le contenu
qui va être proposé de manière alternative à l'ancienne réforme du collège. Donc, wait and see, j'ai envie de dire, en anglais. Vous laissez le bénéfice du doute. Voilà. Par contre, c'est clair qu'il faut revenir sur cette réforme du collège. Parce que cette réforme du collège, c'est quoi? On encourage l'autonomie des établissements et on met les disciplines en concurrence avec la volonté de baisser le nombre d'heures d'enseignement et de créer cette compétition entre les collègues pour savoir quel est l'enseignement qui va être sacrifié. Et à l'arrivée, vous avez un enseignement qui est différent d'une école à une autre sur le territoire. Il faut défendre l'école de la République. L'école de la République, eh bien, son programme, les contenus doivent être les mêmes sur l'ensemble du territoire. Et il faut revenir... Contre l'autonomisation. Je suis contre l'autonomisation des établissements. Oui. Et le problème, c'est que ce ministre prône cette autonomie. Il défend même l'idée qu'un établissement scolaire doit être managé comme une entreprise privée. Ça n'a strictement rien à voir. Et il faut aussi revenir, il faut revenir aux heures d'enseignement. Vous êtes journaliste, ne parlez pas du mammouth. Oui. Parce que là, du coup, vous donnez un jugement de valeur. Je vais vous donner une autre raison. Là, vous parlez de l'absentéisme. Les enseignants français font partie des plus mal payés d'Europe. Pour être enseignant, il faut avoir fait 3 années d'études après le bac, puis une année de formation. Et il faut une sacrée motivation, parce que c'est un épuisement d'être dans une classe. Il faut avoir de la passion, il faut être en capacité aussi de se ressourcer, et donc avoir accès à une formation continue. Il faut se sentir valorisé dans sa société. Donc, est-ce qu'il ne faut pas plus d'autonomie, plus de souplesse dans le système? Il faut augmenter le nombre d'enseignants. Il faut aussi leur permettre d'avoir accès à un niveau de rémunération plus important, d'avoir accès à une réelle formation initiale et continue. Et ensuite, si vous avez du temps libéré, les enseignants à ce moment-là peuvent travailler ensemble. Moi, je suis psychologue de l'éducation nationale. J'ai vu, quand je suis sortie de formation, que je travaillais dans un centre d'information et d'orientation et dans 2 établissements scolaires. Donc vous avez vu 10 ans après, j'étais à mi-temps, j'étais toujours sur 2 établissements scolaires. C'est-à-dire que la charge de travail, en termes d'établissement, était multipliée par 2, parce qu'on avait supprimé. Et donc, je ne faisais plus le même travail avec les enseignants. Et c'était la même chose au niveau des enseignants, en termes d'épuisement, au lieu de se ressourcer. C'est un beau métier, le métier d'enseigner. Une dernière question de Romain Masneau, RCF. Ce jeudi, c'est le début du bac avec l'épreuve de philo. Emmanuel Macron, pendant sa campagne, avait dit qu'il voulait 4 matières obligatoires pour l'examen final et le reste en contrôle continu. Est-ce qu'on peut le réformer, ce bac, ou est-ce que c'est un monument national auquel il ne faut pas toucher? Daniel Simonet. Alors là, c'est vraiment le sujet qui revient... C'est le sujet du jour. Oui, mais tout à fait. Depuis 15 ans, vous êtes d'accord avec moi que ça fait 15 ans qu'il y a ce débat entre contrôle continu... Alors, est-ce qu'on va le faire un jour? Alors, je pense qu'il ne faut pas le faire. Parce que, pareil, l'égalité républicaine, eh bien, l'épreuve écrite et orale hors de l'établissement scolaire, pas devant les enseignants que vous avez toute l'année, c'est la garantie d'une plus grande objectivité et d'une plus grande égalité de tous devant l'épreuve. Parce que vous savez très bien que d'un établissement à un autre, les méthodes d'évaluation ne sont pas les mêmes. Vous savez très bien aussi qu'un élève peut donner à voir, exactement, et d'une académie à l'autre, un élève peut donner à voir une partie de lui-même dans un établissement scolaire et construire ou provoquer une représentation de lui-même auprès des enseignants qui fait qu'un enseignant peut ne pas être totalement objectif et ne pas forcément rester sur la copie ou sur ce qui est rendu oralement, mais avoir un jugement préétabli parce qu'il connaît l'élève. Donc c'est important de garantir l'égalité républicaine. Donc je suis pour préserver... On arrête là si vous voulez. Voilà, le bac. On a parlé du bac, on en reparlera peut-être l'année prochaine. On va marquer une deuxième pause et on se retrouve dans quelques instants avec notre invité aujourd'hui, Daniel Simonet, porte-parole de la France Insoumise. A tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec notre invité aujourd'hui, Daniel Simonet, porte-parole de la France Insoumise, qui est interrogé par Alban de Montigny pour La Croix, par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et par Romain Masneau pour RCF. C'est Romain Masneau qui pose la première question. Est-ce qu'un ministre de la Justice qui passe un coup de fil à une rédaction pour s'alarmer d'une enquête journalistique sur son propre parti, est-ce que c'est grave? Est-ce que la situation de François Bayrou, qui est censé moraliser la vie publique, est-ce qu'elle est tenable, cette situation? Daniel Simonet. Oui, c'est grave. Voilà. Et c'est grave et c'est vraiment très problématique. Mais on était déjà choqués à l'élection de M. Macron quand on a appris qu'il avait d'emblée présélectionné les journalistes
qui serait habilité à l'interviewer. C'est quand même une conception fort peu respectueuse. Il y a un problème de ce nouveau pouvoir avec la liberté de la presse. Ah, complètement. En plus, vous ajoutez à cela un discours sur la moralisation. Voilà, les affaires, ce sera fini, on va moraliser tout ça, et on se retrouve d'ores et déjà avec 3 ministres qui sont dans la tourmente des affaires. Hein, ça pèse un peu lourd pour vous. Nous avons quand même Monsieur Ferrand, où, certes, pour l'instant, il n'y a rien de l'ordre de la justice en tant que telle, mais enfin de l'ordre de l'éthique, excusez-moi du peu. C'est extrêmement choquant qu'il s'agisse du côté quand même fort peu moral. Les arrangements entre la gauche et les mutuelles sont de toute éternité, non ? Et elles sont totalement scandaleuses. D'accord. Elles l'ont toujours été, ça vous scandaleuses. Voilà, et c'est scandaleux, voilà. Parce que quand on se présente à une élection, et qui plus est, quand on devient ministre, on est là pour servir l'État et pas se servir de l'État, ni pour soi, ni pour ses copains. Donc, on se retrouve avec un ministre qui prétend moraliser, nous présenter des propositions, alors que lui-même, enfin en tout cas son propre parti et 2 autres ministres sont impliqués dans des affaires, là je parle du MoDem, puis un autre ministre, M. Ferrand, impliqué. Bon. Et est-ce que les mesures qui sont présentées répondent à cela ? Non. Regardons les mesures. Rien sur le problème des lobbies. Rien qui permette un véritable contre-pouvoir citoyen. Nous proposons qu'il y ait le droit de révoquer les élus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à mi-mandat, les citoyens et les citoyennes qui seraient en désaccord et qui auraient le sentiment que leurs élus ont trahi leur engagement ou sont dans des affaires de corruption, qu'ils puissent avoir le droit... Sous quelle forme ? Il faudra définir le nombre de signatures d'une pétition, par exemple, mais le droit de pouvoir exiger la convocation d'un référendum révocatoire. Après a lieu le référendum révocatoire. C'est pas un tribunal populaire, non ? Autrefois, on aurait pu... En fait, vous avez des États américains, des États-Unis, qui ont ce référendum révocatoire. Mais du coup, ça mettrait une pression. L'élu ne rentre pas dans un mandat en se disant « c'est bon, j'ai tout le mandat pour faire ce que je veux et je vais pouvoir arroser moi-même et les miens », il serait tout de suite quand même sous la pression. Attention, je suis regardé, je suis observé, je dois rendre des comptes. C'est une mission importante. Chez vous, à la France Insoumise, tout va bien. Comment ? Chez vous, à la France Insoumise, tout va bien. Vous n'avez pas de poussière sous le tapis. J'espère bien. Il n'y a pas d'affaires qui vont sortir. Et je suis d'accord pour que les citoyens puissent toujours regarder. Aller voir sous le tapis. Et moi-même, exactement. Et moi-même, je suis pour que l'on m'applique le référendum révocatoire. Voilà. Alban de Montigny, La Croix. Le gouvernement est en train de préparer un projet de loi qui viserait à mettre l'état d'urgence dans le droit commun. Vous l'avez dénoncé. Est-ce que vous considérez qu'on ne peut pas aller plus loin en matière d'antiterrorisme et que tout a été fait ? Alors, la lutte contre le terrorisme n'a pas besoin de restreindre et de mépriser ou piétiner nos libertés fondamentales. La lutte contre le terrorisme, elle a besoin de moyens humains pour le renseignement, de moyens humains pour la justice. Elle a besoin d'une autre politique internationale pour contribuer à éradiquer Daesh sur son terrain et à la fois contribuer à la paix dans ces zones-là. La lutte contre le terrorisme doit se faire dans le respect du droit. Voilà. On ne peut pas lutter contre celles et ceux qui, par cette lâcheté de l'acte terroriste, veulent remettre en cause nos principes fondamentaux de la République, liberté, égalité, fraternité, et nous-mêmes, pour lutter contre eux, piétiner ces principes-là. Vous ne pensez pas qu'une partie du peuple pourrait consentir à cette restriction des libertés en faveur de la sécurité ? Mais parce que si on ne lui explique pas bien, et si on lui dit « Ouh là là, on vous promet, on va faire telle et telle chose, et ça va être miraculeux, il n'y aura plus d'actes terroristes. » Mais vous pouvez dire n'importe quoi aux citoyens et citoyennes si vous leur promettez qu'il n'y aura plus d'actes terroristes, mais ils signent. Vous imaginez, si on vous promet qu'il n'y ait plus ces actes odieux, horribles, qui ont versé tant de sang. Or, concrètement, Amnesty International a épinglé la France en montrant dans un rapport que l'état d'urgence n'avait absolument pas amélioré la lutte contre les terroristes, que d'ailleurs les terroristes ou les actes terroristes qui avaient été sur lesquels les enquêtes avaient abouti, il n'y avait aucun lien avec les mesures de l'état d'urgence. C'était grâce au cadre législatif légal. Et on a eu en plus déjà un empilement législatif de lois antiterroristes, 6 conséquences ces dernières années. Bon. Mais que par contre, l'état d'urgence avait contribué à des interdictions totalement abusives du droit de manifester, à des perquisitions, à des assignations à résidence, à l'encontre de syndicalistes ou de militants écologistes qui n'avaient strictement rien à voir avec le terrorisme. Donc le risque vous paraît plus que jamais réel. C'est quand même grave que le pays des droits de l'homme soit épinglé par Amnesty International.
Je demande vraiment à toutes celles et ceux qui nous écoutent de comprendre ce que ça signifie. Et vous avez maintenant la Ligue Amnesty International et maintenant la Ligue des droits de l'homme, qui également nous interpelle sur les dangers de l'inscription de l'état d'urgence dans le droit commun et des abus antidémocratiques que cela peut provoquer. Romain Masneau, RCF. La droite reproche souvent à une partie de la gauche radicale notamment, sa naïveté ou son indulgence par rapport à l'islam politique. Est-ce que vous reconnaissez, vous, que le communautarisme peut poser problème ou est-ce que c'est un non-sujet non, mais... Alors. Vous savez, la droite, elle peut reprocher beaucoup de choses, mais la droite, c'est Sarkozy qui a le premier totalement désorganisé le service du renseignement, et c'est une erreur politique que l'on paye très cher aujourd'hui. Donc parlons de vous, parlons de la gauche. Par contre, moi je suis profondément laïque, et je pense qu'il n'y a pas d'islam politique modéré. Voilà. À partir du moment où on parle d'islam politique, ça veut dire que l'on souhaite imposer une religion d'État. On souhaite prendre le pouvoir et imposer une vérité révélée en dehors du débat de la raison. Vous comprenez ? C'est pour ça qu'il n'y a pas d'islam politique modéré. Par contre, je souhaite vraiment qu'on instaure une réelle distinction importante entre l'écrasante majorité de nos concitoyens de confession musulmane qui sont attachés à leurs croyances, attachés à leur religion et qui n'ont rien à voir avec l'islam politique et qui souhaitent tout simplement vivre leur religion dans notre République et qu'on leur fiche la paix et qui n'ont absolument pas la volonté d'imposer l'influence du religieux sur le politique. Alors comment on fait de la même avec manière l'islam qu'on a politique ? l'écrasante majorité des croyants catholiques qui ne souhaitent pas s'immiscer par la religion sur le politique. Donc d'abord, il faut respecter et arrêter d'instrumentaliser. Alors qu'est-ce qu'on fait sur cet islam politique dont vous dites qu'il n'existe pas en tant que modéré ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? C'est toujours une bataille de conviction. Et c'est une bataille pour l'émancipation. Vous savez, on a quand même pas mal de territoires de la République où on n'a pas arrêté de casser les services publics, de réduire les subventions aux associations, à l'éducation populaire, qui peut permettre il y a la culture, qui peut permettre de faire un cadre d'émancipation. Est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout de tout ça ? La politique de la ville, tout ça ? Non, on est allé au bout de l'hypocrisie. D'accord. C'est-à-dire que vous avez un gros discours, un gros blabla politique de la ville, démocratisation culturelle, et puis derrière, paf, on coupe. Vous n'avez plus de services publics locaux, vous n'avez plus de centres sociaux, vous n'avez plus de MJC, les associations de quartier donc sont c'est plus là, l'abandon. et les théâtres sont fermés et privatisés. Bon, donc qu'est-ce qui se passe ? On est dans une société de l'hyperconsommation, il n'y a plus de spiritualité, il n'y a plus d'émancipation possible par la culture qui permettent, voilà. Et donc c'est quoi ? C'est soit vous êtes dans la société de l'ultra-consumérisme, soit vous pouvez chercher une spiritualité dans le fanatisme. Donc il faut restaurer... Ou pas forcément non, dans le fanatisme. Mais, bien sûr, voilà. fort heureusement. Mais ça peut s'analyser comme cela. Il y a un fanatisme laïque aussi. Tout à fait, mais ça peut se... Non, je ne pense pas. Ça, je ne pense pas, monsieur. Je ne vois pas où il y a un fanatisme laïque. Aucun laïque n'a jamais tué. Aucun laïque n'a jamais tué. Dans l'histoire, les baptêmes républicains dans la Révolution excusez-moi, le combat laïque ne tue pas. Le combat laïque ne tue pas. Et regardons... C'est ce que vous mettez derrière laïque, c'est ça qui est compliqué. Oui, je mets la loi de 1905, la séparation de l'Église et de l'État, monsieur. Alors, et je pense que... Mais c'est vrai que l'Église a mis beaucoup de temps avant de l'accepter. Ça lui a rendu service. Comment ? Ça lui a rendu service, en fait. Et par contre, fort heureusement, aujourd'hui, une grande majorité des croyants comprennent bien que la liberté d'exercice de son culte, la liberté de croire ou de ne pas croire, c'est ce qui est préservé par la laïcité, et on a intérêt à toutes et tous à y être très fortement attachés. Parce que ce qui garantit vraiment la liberté de chacun. Face à la puissance de... excuse-moi. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une spiritualité bien vécue, raisonnée, ce type de spiritualité puisse aider à une bonne laïcité et à une intégration, une émancipation, etc. Est-ce que c'est possible, ça ? Moi, ce que je pense, c'est qu'on doit, et c'est vraiment la base, on doit permettre à chacune et à chacun, et c'est ça le cadre de la laïcité, de pouvoir avoir sa liberté de conscience. Et donc, sa liberté de croire ou de ne pas croire. Et pour celles et ceux qui croient, sa liberté de pouvoir aussi exercer sa croyance et son culte. Et c'est extrêmement important de préserver cela. Et je pense que, par contre, en termes de politique publique, nous devons créer les conditions du bien vivre pour toutes. Voilà, le meilleur moyen de lutter... Est-ce qu'il faut financer les lieux de culte musulmans par le biais des collectivités locales, Bien etc. sûr que non.
D'accord. Non, bien sûr que non. Je suis profondément laïque. Et donc, je pense que c'est à la Elle est sphère largement contournée, privée la loi de 1905, de le gérer et de le financer. Donc, il faut bien séparer les choses. Et en tant que conseillère de Paris, je me suis opposée à la création de l'Institut des cultures de l'islam, de la même manière que je m'oppose au financement des crèches confessionnelles Lubavitch, au même titre que je me suis opposée au financement facultatif, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas obligatoires, des établissements privés catholiques. Donc moi, je suis profondément transparente là-dessus. On vous a compris. Voilà. Mais lutter contre l'islam politique, eh bien, c'est une bataille de conviction qu'il faut mener, qu'il faut continuer de mener. Ça nécessite aussi, à l'échelle internationale, d'arrêter de caresser dans le sens du poil l'Arabie Saoudite ou le Qatar, arrêter de nous avoir... Pendant des années, on a voulu nous faire croire que Erdogan était un modéré. Il faut ouvrir les yeux, je veux dire... il faut mener ces batailles-là, ces batailles Une dernière sont question. essentielles. On arrive au terme de cette édition de Face aux chrétiens. Une dernière question d'Alban de Montigny pour la Croix. Oui, vous vous êtes présenté en 2014 pour les municipales à Paris. Est-ce que vous envisagez de reporter les couleurs de la gauche radicale aux prochaines municipales? Alors là, Daniel c'est vraiment Simonet. pas du tout une question d'actualité. Moi, là, je suis candidate pour les législatives. Voilà. Nous sommes en 2017. On verra donc ce que le scrutin donnera dimanche. Si dimanche je suis élue députée, je démissionnerai du Conseil de Paris parce que je suis pour le mandat unique et je me consacrerai donc à cette tâche noble de siéger au Parlement et de co-élaborer avec l'ensemble des concitoyens et concitoyennes des propositions de loi qui sont utiles à l'intérêt général et de résister aux propositions de loi qui me sembleront néfastes. Voilà ma tâche et mon calendrier. Un tout dernier mot, Romain Mazou. Est-ce que la bonne performance des travaillistes au Royaume-Uni avec Jeremy Corbyn sur une ligne beaucoup plus à gauche que Tony Blair, Gordon Brown, etc., est-ce que c'est une nouvelle encourageante pour vous? Est-ce que vous vous retrouvez dans cette ligne? Bien sûr que c'est encourageant. On voit partout en Europe, là où la social-démocratie a voulu continuer sa dérive complète vers une logique libérale, démocrate, Vous voulez dire gestionnaire, vous voulez dire, c'est ça? Non, pas gestionnaire. C'est pas de la bonne gestion parce qu'en fait, on laisse les intérêts privés gérer à notre place. Et on engage une récession économique pour toutes et tous avec une pauvreté qui explose. Donc, ce n'est pas du tout des bons gestionnaires. Je veux dire, le libéralisme est tout sauf de la bonne gestion. C'est juste permettre aux intérêts privés, une petite poignée, de pouvoir s'enrichir. Une augmentation de 40% des dividendes versés aux actionnaires, quand vous avez un chômage qui explose, c'est tout sauf une bonne gestion d'un pays. Donc partout où les sociaux-démocrates ont suivi cette pente sociale libérale, ils se font pazokiser, c'est-à-dire ils sont réduits à un pourcentage dérisoire, comme le PASOK en Grèce. Très bien. Daniel Simonet, nous vous remercions de votre participation. Je vous remercie. J'espère que toutes et tous, vous allez bien voter dimanche pour qu'il y ait une opposition à l'Assemblée à M. Macron et qu'on ne soit pas dans un parti unique. Voilà, je rappelle que vous êtes candidate à Paris dans les 11e et 20e arrondissements face à Pierre Persson, qui est lui-même candidat pour La République En Marche. Merci à vous tous et vous toutes qui nous avez regardés, écoutés dans cette édition de Face aux chrétiens. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez évidemment retrouver l'ensemble de ces éditions de Face aux chrétiens sur les sites respectifs de KTO, La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Merci beaucoup de votre fidélité et à la semaine prochaine.